Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Avec à la une cette semaine, un mot et une réalité nommée la sobriété. À Amiens, l'université vient d'annoncer qu'elle limitera son chauffage à 19 degrés cet hiver. Réaction des étudiants notamment à suivre dans quelques instants avec WEO Télé, la chaîne de la Voix du Nord. Une profession en voie de disparition, les vétérinaires ruraux sont de moins en moins nombreux à couvrir les besoins des animaux d'élevage en France. Reportage dans les pas d'un professionnel dans cette édition avec Télé Grenoble. Une œuvre impressionnante également à découvrir, celle d'un artiste plasticien qui a reconstitué l'ancien théâtre de la ville du Mans à l'aide d'une tonne de papier carton. Une performance monumentale et participative, nous expliquera la rédaction de LMTV Sarthe. Et puis en fin de journal, des images aériennes et impressionnantes de nos confrères de la Dépêche du Midi qui ont pu embarquer avec 600 parachutistes lors d'un exercice militaire. Des images à bord incroyables, vous le verrez. L'été officiellement terminé, l'heure de la sobriété sonne déjà pour les Français. Collectivités, entreprises, particuliers, petits ou grands, tout le monde est invité à réduire sa consommation d'énergie. À Amiens, vous allez le voir, l'université prendra part à l'effort en baissant la température du chauffage dans ses bâtiments à 19 degrés. Objectif, faire des économies alors que les prix du gaz et de l'électricité ont fortement augmenté. Les étudiants saluent l'initiative écologique et se préparent en se couvrant, comme a pu le constater Jérémy Houbron pour WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. Le mercure descend et les écharpes sont de sortie. Devant l'université Picardie-Jules Verne, le thermomètre occupe les conversations et pour cause, l'UPJV prévoit de baisser le chauffage. C'est pas dérangeant si c'est pas trop baissé parce qu'il faut pas non plus qu'on soit dans des situations de précarité, etc. Comment on fait des économies d'énergie et en même temps je trouve ça embêtant parce qu'on va avoir froid, donc il va falloir bien s'habiller quand même. Sobriété énergétique oblige, l'université envisage de baisser le thermostat passant de 20 à 19 degrés dans l'ensemble de ses bâtiments. On s'aperçoit qu'on est encore à 20,5 degrés pour une température extérieure de 13 degrés et donc effectivement la température sera maintenue à 19 degrés, donc un petit peu moins que ce qu'il en est actuellement. Amphithéâtre, salle de cours, bureaux administratifs, quelques 300 000 m² de bâtiments partagés sur 6 campus verront le chauffage baisser. Une mesure pour faire face au surcoût énergétique. Sur les dernières années, on est à peu près à 3,5 millions de factures d'énergie. Là, on estime qu'on va augmenter de 3 millions d'euros et qu'on sera plutôt à la fin 2022 à 6,5 millions. C'est une des réponses, il y en a d'autres. Il y a la période de chauffe et puis il y a tout l'investissement que l'on peut faire pour rénover nos bâtiments d'un point de vue thermique. À ce jour, pas question de revenir aux cours à distance. De quoi rassurer les syndicats étudiants. Pourtant, quelques questions subsistent, notamment celle de l'accompagnement financier, promis par la ministre de l'Enseignement supérieur. C'est une initiative qu'on salue en fait parce qu'elle est pas très coûteuse sur le plan de scolaire ou sur le plan universitaire. Maintenant, on ne sait jamais ce qui peut arriver par la suite, on ne sait pas si l'inflation va augmenter encore, on ne sait pas si on aura les financements du ministère. La mesure devrait s'appliquer après les vacances de la Toussaint. L'UPJV espère ainsi s'approcher un peu plus de l'objectif majeur, baisser la consommation d'énergie de 10% à l'horizon 2024. Voilà, et si baisser sa consommation d'électricité ou de gaz, c'est bon pour le porte-monnaie, c'est aussi bon, vous l'aurez compris, pour l'environnement. Basculer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, c'est d'ailleurs l'autre grand défi du gouvernement. Et au-delà des projets privés, certaines initiatives citoyennes voient le jour un peu partout en France. Exemple en Bretagne, où des habitants se sont réunis pour créer le premier parc éolien participatif. Loin des polémiques, 1 million d'euros a été investi. Reportage de Mathilde Kemener de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. En Centre-Bretagne, sur les communes d'Ilifaux et de Merdrignac, 311 citoyens ont investi au total 1 million d'euros pour construire 4 éoliennes. Ici, il n'y a pas eu de contestation et c'est une première en France. Ils sont aussi décisionnaires. Ils sont actionnaires, ils vont pouvoir, voir comment fonctionne et ils vont évidemment avoir des questions, des suggestions, des critiques, comme tout actionnaire. J'ai mis 10 000 euros. Les énergies fossiles, gaz, charbon, pétrole, ce sont des ressources qui ne sont pas inépuisables. Il est grand temps de penser aux générations futures. Il y a aussi un intérêt financier puisque le financement participatif est rémunéré sur la base entre 6 et 7%.
ce qui est aujourd'hui relativement économiquement intéressant. Et c'est aussi intéressant pour les communes, une somme leur est redistribuée, la société va financer la remise en état de certaines routes ainsi qu'un aménagement dans le bourg d'Ilifaux. Parce que nous, collectivités, le souci qu'on a au jour d'aujourd'hui, on n'a plus de taxes d'habitation. Il faut qu'on équilibre nos budgets. 7 000 € par éolienne, ça fait 15 000 €. Et 15 000 €, ça nous permet de rembourser un prêt de 200 000 € sur 15 ans. C'est qu'on ait un peu plus de retombées, parce que, bon, qui c'est qu'en profite, c'est quand même la ville. Ces 4 éoliennes vont produire l'équivalent de la consommation électrique de 14 000 habitants. Face au succès, 2 autres projets sont déjà prévus sur ce territoire, avec sûrement là aussi d'autres financements participatifs. Voilà, et si le manque d'eau mettait un coup d'arrêt à l'urbanisation de nos territoires? La question peut prêter à sourire, mais elle se pose sérieusement dans l'Hérault depuis que plusieurs mairies ont dû refuser des permis de construire faute d'un volume suffisant d'eau. Une situation qui pourrait durer des années, le temps que des travaux de raccordement nécessaires soient réalisés. Les explications de Mélanie Caron pour Via Occitanie, regardez. À Montarnot, de nouveaux logements fleurissent en continu. Mais ce développement devrait s'arrêter brutalement. En septembre, la commune a atteint son quota d'eau annuel. La mairie a donc été mise en garde par ses fournisseurs. Si les constructions se poursuivent, certains ne pourront pas se raccorder au réseau d'eau. Je ne vois pas comment je peux délivrer un permis. Parce que je délivrerai un permis qui ne permettrait pas aux personnes qui auraient bâti de pouvoir se raccorder à l'eau. Donc 2 solutions. Soit une solution d'économie d'eau par une gestion que font tous les citoyens, soit une solution d'arrêt momentané du développement de la commune en bloquant les permis de construire. L'eau du territoire est gérée à quelques kilomètres de là, au Grand Pic Saint-Loup. Le problème ne provient pas d'un manque de ressources, mais des infrastructures pour l'acheminer. Trop anciennes, elles ne sont plus adaptées aux besoins croissants des communes. On va mettre en production un nouveau forage qui est situé à Saint-Gély-du-Fesque, qui est le forage du Redonnel, qui, une fois qu'il sera en service, va brusquement nous redonner un volume extrêmement important qui nous évitera toutes les difficultés qu'on connaît actuellement. Un nouveau forage qui ne sera peut-être pas en service avant 2026. En attendant, la commune de Montarnot prévoit de suspendre tous les permis de construire. Voilà, et des manques ou plutôt des problèmes de recrutement. Ils sont nombreux dans plusieurs secteurs de l'économie. En Nouvelle-Aquitaine, près d'1 millier de postes d'ambulanciers sont encore à pourvoir, faute de candidats. Sur toute la France, ce chiffre s'élève à 15 000. Alors pour remédier à cette pénurie de manœuvres, les professionnels réclament plusieurs mesures, dont un accès facilité à la formation. Explication d'Yvan Branchy, journaliste de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Une femme enceinte vient de composer le 15. En quelques minutes, l'ambulance arrive sur le lieu pour prendre en charge la patiente. Est-ce que vous êtes bien installé? Attention à vous. La petite ceinture de sécurité. Une mission quotidienne pour ces 2 ambulancières qui doivent prodiguer les premiers soins si besoin et assurer le transport. Un métier passion, mais qui est aujourd'hui en grande difficulté. En France, vous avez 5000 sociétés d'ambulance, 55 000 salariés. Et nous avons 15 000 postes à pourvoir. C'est beaucoup. Si on fait un focus sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est plus de 1000 postes à pourvoir. Et rien qu'en Gironde, vous avez environ 150 postes à pourvoir. Crise sanitaire, méconnaissance du métier. Cette profession féminisée à 40% connaît une pénurie. Malgré un salaire entre 1 600 et 2 100 € bruts selon le volume d'heures de travail, le secteur se mobilise donc pour recruter, en mettant sur la table plusieurs propositions. La première chose, c'est d'avoir une formation qui soit accessible dès les 18 ans. Actuellement, il faut 3 ans de permis. La deuxième chose, c'est une validation des acquis d'expérience qu'ils ont acquis en entreprise. Le troisième point, c'est un bac pro ambulancier. Ça permettrait de mieux connaître ce métier qui est attractif, qui permettrait aux jeunes de s'orienter sur ce métier de la santé. Selon la Chambre nationale des services d'ambulance, il y a urgence, car si rien n'est fait, les personnes fragiles et isolées pourraient être les premières touchées par ce manque de main-d'œuvre.
Santé toujours, avec un focus à présent sur une autre profession en mal de vocation, celle des vétérinaires ruraux. Un métier méconnu et délaissé. Vous allez le voir, en Isère, ils ne sont plus qu'une dizaine à exercer le métier, 2 fois moins qu'il y a 10 ans. Parmi ces infatigables, Benjamin Dubail. Il exerce une activité qui alterne à la fois animaux de compagnie et animaux de la ferme. Un reportage de Laurie Baillet pour la chaîne Télé Grenoble. En Isère, comme partout en France, il y a de moins en moins de vétérinaires ruraux. Ils ne sont plus qu'une quinzaine à travailler dans le département, soit 10 vétérinaires de moins qu'il y a 10 ans. Benjamin Dubail s'est installé ici à Chabon en 2019. Il exerce une activité mixte entre vaches, chevaux, cochons et animaux de compagnie. Notre activité en rural doit être à peu près à 30%. Je dois faire à peu près 30% de vaches ici, le reste étant les animaux de compagnie. Pour avoir un vétérinaire rural, il faut avoir des clients. Les clients, ce sont les vaches. Si les vaches diminuent, le nombre de vétérinaires diminue. Et pour garantir un service aux éleveurs, le département de l'Isère lance Isère Veto, un dispositif qui veut favoriser l'installation de nouveaux vétérinaires en milieu rural. L'objectif, garantir une surveillance sanitaire du territoire en maintenant un maillage suffisant. Quand vous avez une zone géographique avec beaucoup de vaches au mètre carré, c'est beaucoup plus facile de travailler que lorsque les vaches sont espacées. Moi ici, étant seul, si j'ai un client qui m'appelle d'un côté de la clientèle et un autre après qui a une urgence de l'autre côté, je dois faire 50 km pour relier les 2 points. Sur le modèle d'Isère Santé, ce plan d'action prévoit une aide forfaitaire à l'installation de 15 000 €, une indemnité kilométrique et une indemnité de logement de 300 € par mois pour les étudiants. Il faut absolument avoir des jeunes vétérinaires qui se mettent en place. Parce que grâce à ça, sur du long terme, on peut espérer encore avoir quelqu'un. Isère Veto profite d'une première enveloppe de 80 000 € pour l'année 2022, puis d'un budget annuel d'environ 100 000 €. Certains sont toxiques, d'autres comestibles. Vous êtes nombreux ces jours-ci à vous balader en forêt à la recherche de champignons. Mais savez-vous les différencier? Difficile parfois tant ils sont nombreux. Et alors pour éviter tout danger, le plus simple est encore de demander l'avis d'un pharmacien. Dans les Vosges, les étudiants en pharmacie sont formés lors de sorties en forêt. Reportage de Thierry Lassion et d'Hélène Leplat pour Vosges TV. Du soleil, puis de la pluie en cette fin d'été, il n'en fallait pas davantage pour que la cueillette soit bonne. Mais vous dire qu'à l'issue de ce reportage, vous deviendrez un spécialiste des champignons serait bien prétentieux, tellement il y a d'espèces, plus de 10 000 en Europe. Quant au Grand Est, c'est à peu près 4 à 5 000 espèces. Comment reconnaître les toxiques des comestibles? Il faut les apprendre. C'est la seule solution. Différencier les champignons comestibles de ceux qui ne le sont pas, c'est la raison de leur venue sur le terrain. Une vingtaine d'étudiants de la faculté de pharmacie de Nancy, encadrés par des membres de la Société Lorraine de mycologie. C'est la seule faculté qui propose des enseignements pratiques de mycologie en 2e, 3e, 4e, 5e et 6e année. Les champignons sont toxiques à l'ingestion. Par exemple, si on trouve aujourd'hui une phalloïde, moi je l'accueille et après je mange mon sandwich, il n'y a aucun souci. Les champignons sont toxiques à l'ingestion, donc il ne faut pas les manger. Et goûter un toxique, oui, mais c'est comme le vin, on recrache et il n'y a pas de souci. Quand on est en TP, on voit juste les champignons, mais on ne les voit pas vraiment dans leur état naturel. Là, c'est plus sympa, c'est nous qui les trouvons, c'est nous qui les identifions, donc c'est quand même plus pratique. Puis on retient mieux, je pense aussi. C'est un paxi enroulé, donc ça c'est quelque chose de mortel en fait, ça fait partie des 7 mortels qu'on a ici et qu'il faut absolument connaître en fait, que ce soit en tant que pharmacien ou même en tant que cueilleur de champignons simples. C'est important, surtout pour les pharmaciens qui sont en officine de campagne, parce qu'il y a beaucoup de patients qui vont à la chasse aux champignons, mais qui ne savent pas forcément, ou alors qui peuvent se tromper. Donc c'est important pour les pharmaciens de campagne. Après en ville, c'est beaucoup plus rare, mais je pense que quand même, dans le cursus, ça sert toujours. Ces étudiants devront suivre 5 séances de ce type sur le terrain avant un examen poussé pour identifier les différentes espèces et peut-être même les goûter, mis à part certaines facilement reconnaissables. C'est la manite tue-mouche, c'est un champignon toxique.
Prenons la direction de la Martinique à présent dans ce journal où, comme partout ailleurs, les cours ont repris depuis 1 mois désormais. Et sur l'île aussi, des familles ont fait le choix de l'école à la maison. En plus des traditionnelles leçons de mathématiques, de français ou de géographie données par les parents, les enfants ont aussi le droit à des sorties ludiques au milieu de la faune et de la flore martiniquaise. Reportage d'Aude Sioul Tidas pour Via TV Martinique sur place. Théo, aujourd'hui on est à quoi, grand-mère ? Tous les matins à 9h, Théo étudie avec sa maman, Catherine. Cela fait 4 ans que cette famille a décidé de faire l'école à la maison pour aider Théo en difficulté scolaire. En CP, il a eu énormément de difficultés pour apprendre à lire et à écrire. C'était pas du tout fluide, c'était pas du tout simple et c'était très compliqué. On a décidé de l'enlever pour lui faire une pause en fait, pour qu'il puisse souffler, se retrouver. Et on s'est rendu compte qu'au final, il a appris. En plus de son activité professionnelle, cette maman consacre sa matinée à l'éducation de son petit garçon de 10 ans et ses soirées à la recherche de cours et d'exercices pour le lendemain. Les manuels scolaires et activités ludiques sont dans tous les placards de la maison. En arrivant en décembre, généralement, on a fini le programme de l'année. Ça va vite, il n'y a qu'un enfant. Donc, une fois que c'est fait, la leçon, si en classe, il faut peut-être 1 heure pour faire une leçon, ici, la leçon, elle peut être faite en un quart d'heure. Donc, ça va quand même très vite. Les activités ludiques prennent une grande place dans l'apprentissage. Direction l'îlet-Chancel. Un animateur du réseau de protection de l'iguane des Petites Antilles est l'enseignant aujourd'hui. Les iguanes, est-ce que vous savez à quelle famille d'animaux ça appartient ? Aux côtés de Théo, tous pratiquent également l'instruction en famille. Ce mercredi, et comme tous les autres jours, on apprend des choses tout en s'amusant. Les parents ont décidé d'inclure un maximum de sorties éducatives pour enrichir la culture des enfants. Surtout mes 2 derniers qui ont un peu plus de mal avec l'écrit, avec le visuel. Vivre l'expérience va leur permettre d'intégrer un peu plus les connaissances et en tout cas de les retenir. Tous les ans, les parents souhaitant pratiquer l'instruction en famille sont inspectés par l'académie. Les enfants subissent des tests afin de savoir s'ils ont le niveau requis pour leur âge. C'est l'un des repas préférés des Français, plébiscité le dimanche soir ou lors d'une pause déjeuner. L'appétit pour les pizzas n'est plus approuvé dans notre pays. Et si manger une bonne pizza est évidemment un plaisir, la faire soi-même, c'est encore mieux. Dans le Val d'Oise, un pizzaiolo confirmé, triple champion du monde, propose des ateliers pour les particuliers. Objectif, leur transmettre ses astuces et recettes pour des pizzas réussies à domicile. Embarqué pour un tour en Italie depuis la région parisienne avec ce sujet de Mickaël Joly de la rédaction de Via 95. Tout ce que je fais, vous allez voir que vous allez pouvoir le faire aussi. Réussir à faire comme lui. C'est la promesse faite par Thierry Graffagnino, triple champion du monde de la pizza à ses novices. Ils vont pendant 4 heures découvrir les astuces du champion et les mettre en pratique. Au programme, mélange des ingrédients, pétrissage des pâtons et le clou du spectacle, faire tournoyer la pâte. Plus vous allez donner d'impulsion, plus ça va tourner. Et ça permet d'avoir un étalage uniforme. À l'origine d'un institut mondial de la pizza et habituellement formateur pour des pizzaiolos avertis, le triple champion du monde valdoisien propose depuis début 2022 ses stages au grand public. Les Français adorent les pizzas. Et aujourd'hui, depuis ce satané Covid, tout le monde a commencé à cuisiner dans les jardins ou ailleurs. Et beaucoup de gens se sont mis à la pizza, mais malheureusement sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup de choses qui les induisent en erreur. Donc ils viennent ici un petit peu pour corriger le tir et puis faire de bonnes pizzas à la maison. C'est comme ça. Mais excellent. Et après 4 heures de stage, les conseils sont bien intégrés par les novices qui s'estiment prêts pour pratiquer à nouveau chez eux. On progresse assez vite dans l'atelier, je prends le coup de main et après aussi pourquoi faire tourner la pâte à pizza. On prend assez vite le coup de main, bon on l'a pas du premier coup bien sûr, mais aussi c'est pas un truc trop folklorique ou trop spectaculaire, ça a vraiment une utilité et ça il nous l'explique Thierry et c'est super, c'est top quoi. J'avais des difficultés à créer du coup juste à faire la pâte à pizza en elle-même et puis après à faire des pizzas mangeables tout simplement. Et du coup l'atelier c'était vraiment une solution super intéressante et puis très conviviale pour le coup. Et ça a débloqué pas mal de sujets contraignants de mon côté. Les ateliers sont ouverts à tous les publics et le triple champion du monde envisage même d'en ouvrir aux enfants accompagnés de leurs parents. Coût de cette formation, 99 €. Voilà, c'est certain, désormais réaliser une belle et bonne pizza est une prouesse artistique
tout comme la reconstruction en carton d'un ancien théâtre. Dans la ville du Mans, c'est le drôle de défi que vient de réaliser l'artiste Olivier Grossetête. Son œuvre éphémère s'est installée le temps d'un week-end sur l'emplacement de l'ancien établissement. Une réalisation impressionnante et collégiale, comme vous allez le voir avec ce reportage d'Enzo Maubert pour LMTV Sarthe. Prévoyez une tonne de carton, un bon stock de rouleaux de scotch, des habitants bien motivés et vous obtenez une œuvre monumentale. L'ancien théâtre du Mans ressuscité par l'artiste Olivier Grossetête et des centaines de bénévoles devenus peu à peu des pros de l'emballage. Le scotch, là, je croquerais pour vous, là. Ah oui, non, là, ça c'est bon, là. Et même le système D pour couper, là. On a tout. Mais ça avance vite, je trouve. C'est assez sympa. Ouais, j'aime bien bricoler et puis j'aime bien rencontrer du monde, être avec du monde et participer à un événement comme ça qui est gratuit, qui est spontané, personne ne se connaît, tout le monde travaille ensemble. Et ça, c'est le côté sympa aussi, ouais. Les enfants, vous allez glisser les pièces et vous laissez les adultes porter. Chacun vient comme il veut, le temps qu'il veut, et c'est assez beau de voir les gens travailler ensemble, quoi. Voilà, dans un contexte où on met les gens les uns contre les autres, là tout d'un coup, autour d'un truc qui sert strictement à rien, sauf à se faire plaisir. Voilà, moi je trouve que c'est assez beau. Il aura fallu une semaine de travail pour construire ces pièces, puis en faire une cathédrale de carton de 11 mètres de haut. Un beau défi collectif, voué pourtant à la destruction. C'est un petit peu comme un gros Lego ou un gros château de sable ou un mandala, quoi. Plus spirituellement, c'est le fait de faire et tout ce qui s'y passe à ce moment-là. Donc le fait de mettre une fin à ça, ça acte le fait que c'est le chemin qui est important, c'est le processus. Et dès le lendemain, le théâtre n'était déjà plus là, comme si tout cela n'avait jamais existé. Un projet collectif et solidaire encore dans ce journal avec cette belle initiative venue de Corse où une association de motards s'est mobilisée pour réaliser le rêve de Christelle, une personne en situation de handicap qui a eu la chance de traverser à moto une partie de l'île de Beauté. Un défi réussi et beaucoup de sourires sur le visage de l'intéressé. Écoutez-la au micro de Franco Farsetti et de Takeo Mizuno de la rédaction de Via Télé Paese en Corse. Même à mobilité réduite, on peut faire énormément de choses. Et la moto, moi, c'était un plaisir il y a très très longtemps. Ça a toujours été un gros plaisir. Et du coup, j'ai dit, là maintenant, il faut que je le fasse. J'ai un problème de coordination, j'ai un problème de tout. Donc c'est un vrai défi pour moi ce que je fais là. Mais avec des gens extraordinaires, on est encore capable de beaucoup de choses. Et moi, c'est ce que je veux montrer. Tout au long de ma vie, tout au long de ce qui me reste à vivre, je veux montrer ça. Je veux montrer qu'on peut faire plein de choses encore. Voilà, quittons la route pour prendre de la hauteur en cette fin d'édition et évoquer la 40e édition de l'Icare du cinéma, le festival international du film aérien, organisé comme chaque année en parallèle de la Coupe Icare. L'événement a permis de récompenser et de mettre à l'honneur les professionnels de l'image et pratiquants de vol libre. Une vingtaine de films autour des sports aériens étaient cette année en compétition. Voici les réactions de deux des lauréats au micro de Victoria Lopez pour la rédaction de 8 Mont-Blanc. Moi je venais là quand j'étais tout petit, mes parents avaient un stand ici, puis je venais voir les films comme ça en tant que spectateur. Et je me disais, ouais, ces gens ils font rêver, c'est génial, un jour j'aimerais vraiment être comme eux, mais je me disais c'est vraiment pas possible, tu n'y arriveras jamais. Et aujourd'hui d'être là et recevoir 2 prix, ça me touche vraiment parce que je m'y attendais pas. Nous on se marre quand on les fait, les projets vidéo, et après quand on les fait voir sur un grand écran et que ça plaît aux gens, forcément c'est la meilleure des récompenses. Le rêve d'Icare, justement, beaucoup ont tenté de le réaliser pour voler de leurs propres ailes. Aujourd'hui, une pratique se rapproche du mythe, le vol à voile, autrement dit le planeur. Sans moteur, donc sans bruit, cette activité permet d'imiter les oiseaux à l'aide des courants atmosphériques. À Limoges, des passionnés partagent leur enthousiasme lors de sorties dans les airs. Des images au rythme du souffle du vent avec ce sujet de Benjamin Delmas pour la rédaction de 7 à Limoges. Il est parfois des rêves d'enfants que l'on vit au quotidien. Philippe préside l'association Limousine des sports aériens. Je m'occupe de sortir les planeurs. C'est avec celui-là que je vais vous emmener. C'est un planeur biplace. Et on le pousse en mettant les mains bien à plat là. J'ai toujours rêvé moi de voler quand j'étais jeune. Et j'avais peu de moyens.
Et donc à l'époque, c'était le moyen le plus accessible pour piloter. Pour apprendre à piloter, c'était de faire du planeur. Donc j'ai appris à faire du planeur, j'avais 17 ans et là j'ai 63 ans et j'en fais encore. Là le vent il n'est pas très fort. Si je peux monter assez haut, on peut éventuellement aller à Cognac-la-Forêt. L'un des objectifs de l'association, favoriser la pratique du vol à voile et lever ses appréhensions. Je dirais même que c'est même plus sûr que l'avion, parce que nous on sait se débrouiller sans moteur. On est déjà en panne, si on peut dire ça comme ça. Et donc c'est totalement contrôlé et je trouve que c'est même un sport plutôt sûr, je dirais. Avant de voler, on s'assure que le planeur il est en état. Et cette visite-là, on la fait tous les jours. Ça fonctionne, à droite, l'aileron se lève. Une fois les vérifications d'usage terminées, il n'y a plus qu'à s'installer à bord, place au vol. A circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel. Allez, on referme ce journal avec d'autres images très impressionnantes, celle d'un exercice militaire qui s'est tenu il y a quelques jours à Castres. 600 parachutistes ont été largués depuis un avion militaire pour le moins imposant. Un exercice de défense grandeur nature auquel a pu assister nos confrères de la Dépêche du Midi pour nous livrer ces images rares à bord d'un appareil militaire. Propos et explications recueillis par Clément Gassi. Écoutez. En fait, l'avion est rassemblé dans l'ordre des câbles de saut. Tous les parachutistes sont mis dans un ordre spécial qui va configurer la mission au sol pour une mise en place sur les points initiaux, donc les points de regroupement. Et en fait, chaque câble est inspecté par un sous-officier qui est qualifié chef de groupe TAP, donc qui vérifie le matériel que les parachutistes sont bien équipés. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.